Voilà, je pense qu'on va pouvoir commencer, si le live a été lancé. Je voulais vous saluer en premier lieu, puisque vous avez répondu quand même à notre invitation, et ça, je tenais à vous en remercier, pardon, chacun d'entre vous, au sein de cette salle au CNCL. Voilà. Mais je salue aussi ceux qui sont en ligne, soit parce que ils ont le Covid, soit parce qu'ils ont d'autres obligations. Voilà. On a voulu cette conférence, le service départemental à la jeunesse, à l'engagement et au sport des Hautes-Alpes, en partenariat avec le comité départemental olympique et sportif. On a souhaité mettre en œuvre une action de prévention pérenne, avec un caractère de sensibilisation, avec un public très complet. C'est-à-dire qu'on a quand même ciblé les jeunes, collégiens, lycéens. Je sais qu'aussi ils sont en entraînement ce soir et qui pourront toujours visionner cette vidéo après, puisqu'elle restera sur la chaîne YouTube. Le ministère des Sports également, ministère des Sports, les Jeux Olympiques et Paralympiques préparent en lien avec les fédérations sportives les formations des cadres du mouvement sportif, mais également celles des éducateurs sportifs, des éducatrices sportives et éducateurs sportifs professionnels, ainsi que bénévoles. Bien au-delà de ces actions de formation, nous avons voulu associer les jeunes sportives et sportifs du territoire des Hautes-Alpes, parce que je sais qu'ils sont nombreux, ainsi que leurs familles. Elle leur est dédiée, donc on est en direct, voilà, je devrais dire en live, puisqu'on est sur YouTube. Voilà. Le travail de prévention est primordial. Il sera toujours plus aisé de prévenir que de guérir. La société, de mon point de vue, s'est réveillée groggy au lendemain des révélations de 2020 sur les scandales de violences sexuelles qui ont succédé à ceux de l'Église. Il faut noter que le seul dénominateur commun, ça reste les enfants. Donc ça reste bien quand même un public à protéger. Voilà. Donc on va essayer tout au long de la soirée de déconstruire certaines idées reçues, de vulgariser sans vulgarité le sujet des violences sexuelles dans le sport, de comprendre l'importance d'identifier ces violences, de les prévenir, mais également comment agir afin de les anticiper, de les contrer, dans l'objectif de mieux protéger les jeunes sportifs et sportives. Voilà. Je vais laisser Madame Albary Delpech, inspectrice d'académie, un petit mot d'accueil. Merci Monsieur Bourinet, bonsoir à tous. Merci aux invités qui ont bien voulu se rendre disponibles ce soir, d'être présents. Peut-être on prendra le temps de présenter chacun dans leur expertise de la situation, en tout cas de leur connaissance de ce qu'on appelle les violences sexuelles dans le sport. Quand M. Bourinet est venu me voir pour que nous puissions organiser cette soirée, j'étais évidemment tout de suite partante parce que je crois qu'elle a une vertu pédagogique pour les adultes et pour les enfants, pour les jeunes. Elle a aussi une vertu de nous rassembler, de nous mobiliser autour de ce que vous avez décrit, Monsieur Bourinet, comme effectivement la nécessité de prévenir, parce qu'il est toujours plus facile, effectivement, de prévenir, d'avertir, d'alerter. Et je dirais de responsabiliser chacun face à ces violences sexuelles dans le sport. Violence pour, bien sûr, ces jeunes qui ont une confiance aveugle dans leurs professeurs, dans leurs éducateurs sportifs, qui vont développer une connivence très forte parce que, on le sait, le sport pousse nos jeunes, je dirais, dans des situations un peu extrêmes où ils se dépassent constamment et par ce fait-là, ils sont parfois amenés à faire une très très grande confiance à ceux qui les encadrent. Et c'est dans ces moments-là, dans ces moments de vulnérabilité où ils ont perdu, où ils ont un tournoi difficile, où il y a énormément de stress, que ces enfants sont extrêmement vulnérables et peuvent être amenés à ne pas se rendre compte que l'adulte abuse, que l'adulte est en position d'emprise
d'emprise psychologique d'abord, puis qui peut tourner sur une emprise forcée vers des violences sexuelles. Ces moments-là ont été décrits par des films, par des romans, par des articles de journaux, par la situation évidemment de Sarah Abitbol, mais pour une Sarah Abitbol qui décrit ce qu'elle a vécu, il y a combien d'autres enfants qui n'auront pas parlé, qui n'auront rien dit, qui auront caché par souci de ne pas faire du mal, de ne pas casser finalement leur carrière de sportif, ou qui n'auront pas voulu faire de la peine à leurs parents, par exemple, qui ont confié leur enfant à cet éducateur ou à cette équipe. Bref, toutes ces situations, vous les connaissez, vous en avez entendu parler, et on se dit, oh mais oui, mais là, ça n'est pas le cas dans ce club, ça n'est pas le cas dans cette fédération, ça n'est pas le cas dans cette situation, et pourtant, ça existe. Voilà. Ça existe. Alors l'éducation nationale est bien placée pour savoir que ça existe et que, eh bien, il faut toujours que nous soyons à la fois dans une grande vigilance vis-à-vis de ça, mais aussi faire le contradictoire, parce que, bien sûr, il peut y avoir des situations où il y a des fausses accusations. Je crois que c'est ce soir que tout cela sera bien expliqué, bien, je dirais, présenté par nos invités, et donc je n'irai pas beaucoup plus loin, seulement dire que je remercie Monsieur Bourrinet et tout le service d'avoir organisé ce temps d'échange, parce que je trouve qu'il est extrêmement vertueux pour nous tous de nous confronter à ces situations douloureuses, difficiles et sans doute extrêmement, où tous les tabous sociaux sont présents et sur lesquels il va falloir que nous parlions en toute franchise, en toute sincérité et surtout avec le souci de la protection de chaque enfant, puisque nous en sommes, nous tous, collectivement responsables en tant qu'adultes. Merci à tous ceux qui sont là ce soir et je laisse M. Bourrinet peut-être présenter les invités. Merci Madame l'inspectrice d'académie. Alors, j'ai fait un choix d'invité qui me permet justement d'aborder le sport sereinement. En premier lieu, je voulais remercier Géraldine Zoulini-Contesti, avec qui on a bien échangé sur ce sujet-là. Pour faire un petit profil de Géraldine, elle a été championne de France junior senior. Elle a eu plusieurs titres de vice-championne de France. Elle a même été membre de l'équipe de France scolarisée à l'INSEP. Donc l'INSEP, c'est l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance. Et quand on est enfant, être à l'INSEP, c'est absolument pas anodin. Elle a été également entraîneur au club d'Annecy pour le pôle espoir. Et puis entraîneur actuellement aussi au club Axel de Gap, donc sur notre territoire. Elle a également entraîné Samuel Contesti, et qui a participé à 5 championnats du monde aux Jeux olympiques d'hiver de 2010 à Vancouver. Et l'intérêt de la venue de Géraldine, c'est qu'effectivement, elle a une vision athlète entraînée, entraîneur, et après, elle a basculé dans la profession d'entraîneur. Donc, elle connaît aussi la facette entraîneur-entraîné. Géraldine, si nous dis un petit mot. Bonsoir, merci pour cette invitation. C'est un sujet qui me porte à cœur parce qu'effectivement, la carrière a été longue. Il y a eu du positif, du négatif. Il y a eu beaucoup de relationnel. Et du coup, c'est pour ça que je suis passée entraîneur, parce que j'avais envie aussi de transmettre, mais peut-être un peu différemment. Voilà. Avec le recul et les formations qu'on a actuellement, il y a une évolution dans les enseignements et on n'a que du positif pour l'avenir. La deuxième invitée, c'est Maître Cécile Forbrac, avocat au barreau des Hautes-Alpes. Elle est également membre de la commission défense pénale ainsi que membre de la commission des victimes. Je n'oublie pas qu'elle a été aussi athlète en patinage artistique. Je crois même qu'elle était en section sportive quand elle était au collège. Si je reprends un petit peu le serment des avocats,
qui dit « Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité ». Je crois que l'humain va être au cœur de notre conférence ce soir et que ça va vraiment être le maître mot. Voilà. J'aimerais bien si vous pouviez nous expliquer en 2 mots le rôle de commission des victimes et puis de la défense pénale, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Merci avant tout de m'avoir invité à cette conférence. En tant qu'avocat, c'est en effet un sujet auquel j'ai été confrontée dans plusieurs dossiers, donc qui est important aussi pour moi dans ma carrière professionnelle. Le barreau des Hautes-Alpes a en effet mis en place 2 types de commissions au sein desquelles sont mobilisés des confrères 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, puisqu'on a une commission de défense pénale qui est pour en effet les auteurs, où on est 13 avocats mobilisés sur tout le département, et également une commission victime où chaque avocat se relaie de manière hebdomadaire pour permettre d'assister dans l'urgence, parce que tout ça s'inscrit dans une configuration d'urgence, les personnes qui ont une difficulté et qui se sentent victimes d'une infraction pénale. Voilà. Et le 3e invité, c'est Monsieur Florent Crouy, procureur de la République près du tribunal judiciaire de Gap. Vous avez été nommé par décret le 30 septembre 2019 pour reparler un petit peu de l'aspect sportif. Je sais depuis très peu de temps que vous avez quand même une petite carrière de footballeur. Il n'y a pas longtemps que j'ai appris. Par contre, je voulais noter un fait remarquable. Vous avez fait le Tour du Kera en juillet 2020. Et je salue la performance puisque c'est 116 km, 7500 mètres de dénivelé et 28 heures, un peu plus de 28 heures de course à pied et une rencontre aussi avec 3 patous, si je ne me trompe pas. Ça tombe bien, quand on court depuis 28 heures, c'est toujours sympathique. J'aurais souhaité que vous me fassiez une petite introduction sur pour les jeunes qui nous regardent avec leurs parents, le rôle du procureur de la République et puis l'objet de l'action publique. Merci de l'invitation. Le procureur de la République, c'est d'abord le défenseur des intérêts de la société. Contrairement à l'avocat, et notre binôme pourra fonctionner parfaitement ce soir, c'est que l'avocat, il défend une partie. Le procureur de la République, il défend les intérêts de la société et il veille à l'application et au respect de la loi pénale. C'est celui qui dirige les enquêtes judiciaires. À partir du moment où une enquête est ouverte, c'est lui qui va donner des instructions aux services de police et de gendarmerie qui sont chargés d'accomplir les actes de l'enquête. Et à l'issue des investigations, c'est celui qui va décider de l'orientation de la procédure, un renvoi devant une juridiction jugement si les faits sont constitués, ou parfois, et on en parlera tout à l'heure, et malheureusement aussi parfois des classements sans suite lorsqu'on n'a pas réussi à établir la preuve des faits. Ça, c'est le quotidien d'un procureur de la République. Et l'action publique, elle peut bien évidemment être diligentée par les parties, mais c'est le procureur de la République qui en est maître. Merci. Alors maintenant, on va voir le docteur Mathieu Lacambre. Je vais essayer d'agrandir l'image. Alors, il devait être en présentiel et il a eu une urgence médicale à gérer. Et on va essayer de le rebasculer de l'autre côté. Donc là, on a fait une organisation Zoom extrêmement rapide. Voilà, vous êtes en grand écran. Alors, le docteur Mathieu Lacambre, psychiatre, praticien hospitalier au CHU La Péronie de Montpellier, à l'unité de soins intensifs de psychiatrie, et également responsable de la filière psychiatrie légale au CRIAVS, Languedoc-Roussillon. Alors, je ne connais pas votre pédigré sportif, peut-être vous allez nous faire une petite encart là-dessus. Par contre, j'aimerais bien que vous nous expliquiez ce qu'est le CRIAVS. Le CRIAVS est le centre ressources pour les intervenants auprès d'auteurs de violences sexuelles. Ce sont des petites équipes réparties sur l'ensemble du territoire national et qui viennent soutenir tous les professionnels qui accompagnent, évaluent, prennent en charge, soignent des auteurs de violences sexuelles. Donc on a développé depuis maintenant une dizaine d'années ce type de dispositif sur l'ensemble du territoire avec 110-120 professionnels de 15 disciplines différentes qui sont répartis
pour pouvoir aider aussi bien des personnes de la justice, de l'administration pénitentiaire, mais aussi des soignants, des éducateurs, dans l'accompagnement, le suivi, la prise en charge des auteurs de violences sexuelles. Moi, je suis psychiatre hospitalier, je suis spécialisé dans les choses compliquées qui ont attrait de près ou de loin à la question des violences. Et donc, c'est à ce titre, et je vous remercie vraiment de cette invitation, que je vais essayer de vous présenter de manière générale la question des violences sexuelles et de manière spécifique son articulation avec le monde sportif. Un grand merci, Frédéric, pour cette invitation. Et est-ce que vous m'autorisez à partager l'écran et à lancer le topo ? Je vais lancer une petite vidéo en amont d'introduction pour saluer effectivement un travail de prévention qui a été fait par une équipe qui s'appelle Team L, qui fait du cyclisme féminin dans les Pays de la Loire. Et ils ont fait un travail assez exceptionnel. Je les ai eus au téléphone. J'ai eu le président, Patrice Cossard, que je salue puisque je sais qu'il est en train de nous regarder, et ainsi que Luna Nouajamé au téléphone. C'est vraiment un outil de prévention, un petit clip qui est fait pour essayer de juguler ce phénomène de violence sexuelle. Et il note, ce que j'ai apprécié là-dedans, c'est il apporte quand même une note d'espoir à cette situation-là. C'est bien, je mets la main ici. Allez. Laisse-moi partir. Vas-y, allez, vas-y. Parlons-en. Parlez-en. 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 Osons briser les tabous. Voilà le travail, le projet qui avait été accompli par les Pays de la Loire, la Team L, que je remercie beaucoup. Donc maintenant, parlons-en. C'est ce qu'on va s'évertuer à faire tout au long de la soirée. Je vais vous donner, avant de donner la parole à Mathieu Lacambre, quelques chiffres clés qui sont revenus du ministère au 31 décembre 2021. Ça fait 655 personnes mises en cause, 97% d'hommes. Ça veut dire qu'il y a quand même 3% de femmes dans les mis en cause. 365 mis en cause étaient des éducateurs sportifs, c'est-à-dire que le reste, ça reste des dirigeants, des bénévoles. Il y a 12 affaires qui concernent ces violences dans le milieu du sport et du handicap. 54 fédérations sportives concernées, impactées. 79% des victimes sont des femmes. Ça veut dire que 21% sont aussi des hommes. Et 84% des victimes étaient mineures au moment des faits. Alors, je vais essayer de repasser la main à Mathieu Lacambre. Parfait. Donc, l'objectif, là, c'est de vous redonner quelques notions clés à partager autour de la question des violences sexuelles. Quelques définitions de manière très succincte. Quelles peuvent être les conséquences des violences sexuelles, les différentes expressions de ces violences sexuelles dans le sport, et puis quelques notions concernant la prévention des violences sexuelles avant de conclure. Mais simplement vous rappeler quelque chose à la fois de simple et compliqué, c'est cette notion de communication.
de risque du silence qui enferme dans le secret des violences. Et le premier objectif, c'est de pouvoir dépister, repérer et favoriser finalement la révélation de ces différentes violences. Attention, les violences sexuelles ne se résument pas exclusivement à des atteintes à l'appareil génital, mais relèvent de toutes les situations au cours desquelles une personne va chercher à imposer à autrui un comportement à connotation sexuelle. Quel que soit ce comportement, et ça commence le plus souvent par des paroles, des propos à caractère sexuel ou sexiste, des invitations un peu trop insistantes, du chantage, des menaces, des messages ou des images à caractère pornographique. C'est jamais anodin de jouer avec l'image, en particulier érotisée ou sexuelle, et ça a toujours des conséquences, en particulier chez les plus jeunes. Donc les violences commencent au niveau verbal et peuvent ensuite se développer, se déployer autour des images. Pourquoi parler des violences sexuelles dans le sport ? Parce que le sport, comme le rappelait le CIO il y a longtemps, c'est le bouleversement des normes. Et quand on parle de vie affective et sexuelle avec des adolescents et qu'on construit ce nuage de mots, on va repérer un certain nombre de concepts qui sont communs à la fois au monde du sport et aussi à la question du développement psychosexuel et affectif d'un adolescent. Donc la question de la rencontre, la question du corps, la question de l'intimité, mais aussi la question de la performance, la question du consentement, qui dans le sport seront des concepts qui vont être éprouvés et qui vont être dépassés. Donc attention, il y a superposition à la fois dans la pratique sportive et dans l'accès au champ de la sexualité à des notions et des concepts. Pourquoi est-ce qu'on parle autant des violences sexuelles ? Parce qu'elles ont des conséquences majeures sur le développement psychosexuel et affectif de l'enfant. Frédéric Bourinet vous rappelez des stats, mais c'est très fréquent. Et depuis la mise en place de la cellule ministérielle en charge de traiter les signalements, 2020, 200 signalements, 2021, 400, 2022, 600, 650. Et donc, du coup, plus on propose un espace pour déposer la parole, plus, heureusement, les victimes s'en saisissent. Conséquence sur les victimes, c'est le risque de développer des troubles psychiatriques, avec en particulier des conduites suicidaires et une corrélation, vous le voyez ici en bas à droite, entre les violences subies, plus elles sont subies jeunes, et plus elles sont répétées, plus il y aura un risque de développer des troubles psychiatriques et des conduites suicidaires. Mais on retrouve à l'adolescence des troubles des conduites alimentaires, anorexie, boulimie, des conduites à risque, des consommations de stupéfiants, des addictions, et donc une forme de destruction finalement liée à l'agression sexuelle qui a été subie et qui va détruire une partie du narcissisme du sujet. Ces violences sexuelles, elles s'expriment de différentes manières et je vous fais un petit focus en fonction de l'âge pour que vous puissiez repérer finalement ce qui serait de l'ordre du normal au sens de la moyenne, ce qui devrait attirer l'attention et ce qui relève directement d'une intervention proactive pour protéger la victime et mettre fin aux violences. D'abord, parlons de sexualité harmonieuse, en évitant la confusion autour de la sexualité infantile, qui consiste le plus souvent pour des adultes de penser que les enfants peuvent avoir des relations sexuelles entre eux ou avec des adultes. C'est tout à fait faux. Nous avons des étapes et nous franchissons tous, depuis petit, des étapes du développement avec quelque chose de jeux exploratoires sexuels qui vont émerger entre 4, 6 jusqu'à 7 ans pour découvrir la différence finalement des corps. Et dans ces jeux exploratoires sexuels, il y a une différence d'âge acceptable de quelques semaines, quelques mois entre les enfants. Les deux enfants sont d'accord. C'est assez rigolo, on va jouer ensemble, il y a une notion de confiance, de respect, il n'y a pas de culpabilité et ça s'arrête lors de la présence des adultes. Donc ça, c'est le développement sexuel harmonieux, c'est quand on joue au docteur, au papa et à la maman, etc., entre enfants du même âge. Ensuite, avant 12 ans, on identifie ce qu'on appelle des comportements sexuels problématiques qui vont être une source de violences sexuelles, le plus souvent agies, j'allais dire un peu malgré l'enfant, avec une différence d'âge plus importante entre l'enfant qui a des comportements sexuels problématiques et des potentielles victimes. Par exemple, un garçon de 8-9 ans qui va proposer des jeux exploratoires avec des petites filles de 5-6 ans, c'est un problème. Des comportements sexuels qui ne sont pas en adéquation avec l'âge, des enfants qui vont simuler des relations sexuelles vues, par exemple, sur des films pornographiques. Il s'agit d'une exposition inadaptée, inappropriée à une sexualité. C'est une forme de violence que cette exposition. Des notions de secret, de chantage, l'enfant qui va imposer à l'autre enfant finalement d'être maintenu dans le silence, des coercitions, et puis quelque chose d'un sentiment très désagréable.
Donc ça, c'est l'ensemble des comportements sexuels problématiques qui vont se jouer entre mineurs. Sachez qu'aujourd'hui en France, au moins 40% des agressions sexuelles sur mineurs judiciarisées sont le fait de mineurs. Donc les mineurs entre eux peuvent être à l'origine de violences sexuelles. Enfin, les agressions sexuelles, une différence d'âge importante, un abus, des coercitions, de la contrainte, du chantage, ça va répondre à des besoins immédiats de l'agresseur et ça va susciter systématiquement des émotions désagréables chez la victime. Donc attention, c'est 3 niveaux: feu vert, jeu exploratoire sexuel harmonieux; orange, les comportements sexuels problématiques avant 12 ans; et ensuite des agressions sexuelles. Chez l'adolescent, c'est encore plus simple. Il y a un intérêt pour la sexualité et pour découvrir et entrer dans une sexualité active, avec des discussions entre pairs, des allusions, mais sans violence, des relations sexuelles avec consentement mutuel, on reparlera du consentement, éventuellement l'entrée dans la sexualité autour de la masturbation. Certains comportements nécessitent une surveillance lorsqu'il y a un envahissement dans le discours et dans les comportements d'images, de propos obscènes, lorsqu'il y a une rupture de l'intimité avec une violation de l'espace des autres, entrer dans la salle de bain alors que quelqu'un prend sa douche et que c'était pas attendu, et une combinaison de sexualité et d'agressivité de manière très très proactive, faire du rentre-dedans, c'est pas toléré, zone grise du consentement, on va en parler, et enfin des comportements isolés, d'exhibition, le plus souvent de personnes de sexe masculin, qui vont avoir tendance, comme ça, à montrer leur sexe à quelqu'un qui n'en veut pas. Certains comportements nécessitent l'intervention d'un professionnel, en particulier chez de jeunes préadolescents, 13-14 ans, avec des comportements sexuels explicites, en référence le plus souvent à la pornographie, des comportements qui vont entraîner une dégradation de l'image des autres, en particulier sur les réseaux sociaux, une humiliation, le fait de se tripoter en permanence, en se stimulant, ou en allant chercher l'appareil génital des autres sous couvert d'un touche-pipi ou d'un chabit malencontreux, et enfin des masturbations compulsives, chroniques ou publiques qui peuvent entraîner des exhibitions qui vont être caractérisées éventuellement d'infraction en fonction de l'âge. Donc là, danger, intervention de professionnels, et puis ensuite on passe le stade supérieur avec des appels obscènes et des comportements violents sur Internet, sous couvert de l'anonymat d'Internet, des comportements exhibitionnistes, des agressions et des viols avec des agressions sexuelles et pénétrations, ce qui est un crime, et enfin des abus sexuels. Enfin, il nous faut parler des adultes qui peuvent avoir des comportements inadaptés, qui sont érotisés, qui favorisent l'entrée dans des violences sexuelles. Autour de la notion de confusion des places, dans cette délégation des parents auprès du coach responsable du mineur qui va l'emmener en championnat, droite à gauche et en week-end pour participer à des tournois. Une forme d'exclusivité de la relation entre un adulte et un enfant. Un adulte qui va nouer ce qu'il appellera une amitié avec un enfant et éventuellement une relation amoureuse avec une recherche de contact physique, social, permanent et prolongé avec le mineur, sur les réseaux sociaux, le week-end, des chats, des SMS, etc. Et enfin, des contacts hors cadre de l'intervention de l'adulte qui théoriquement interagit uniquement dans le cadre de la pratique sportive et qui va emmener le mineur au-delà de ce cadre, avec cette notion de relation de séduction, d'emprise et de contrôle, de manipulation et d'abus d'autorité qui sont constitutifs de violence. En bas à droite, le film Slalom qui reflète de manière vraiment très très juste, et je vous invite à le regarder, ce dérapage et ce glissement dans une relation pathologique entre un coach et son sportif. Cette notion de consentement, on part de l'absence de demande et puis tout doucement on a une cascade, le plus souvent sous la forme de menaces, d'invitations et d'insistance du côté de l'agresseur pour arriver jusqu'à une autorisation et un pseudo-consentement. Attention, qui ne dit mot ne consent pas forcément. On a aujourd'hui clairement identifié cette zone grise du consentement où des personnes peuvent finalement assentir, autoriser, mais sous la pression, l'accès au corps ou à la sexualité, la génitalité. Attention, le consentement, il est clair, il suscite des émotions positives. C'est un oui explicite, verbal et non verbal, avec la parole qui est associée au corps pour s'engager mutuellement dans une interaction sexuelle. Il n'y a pas de problème, c'est un engagement mutuel. La zone grise est liée à ce conditionnement sociétal, avec une notion de malaise, c'est mon coach, je ne peux pas refuser, il est tellement gentil avec moi. Un doute sur ce qu'on appelle le mixed signal, pas de oui, pas de non, donc s'il ne dit mot, il consent, et finalement c'est un problème. L'agression, elle est clairement identifiée avec des émotions négatives,
une communication non verbale évidente, éventuellement la victime va se débattre ou être et subir l'assaut. Là, il n'y a pas de doute, hein, ça doit justifier d'une révélation d'un signalement avec l'engagement sur le plan judiciaire d'une sanction. Pour éviter la zone grise de consentement, il s'agit de la règle des 3 C. 1, bien se connaître. Connaître ses désirs, ses fantasmes, ses envies, mais aussi ses limites et jusqu'où on est prêt à aller pour l'autre et surtout dans une capacité anticipée à dire non à quelqu'un qui viendrait insister dans une rupture de continuité de la relation ou dans une forme de viol d'abord de l'intimité et ensuite du corps. Communiquer, 2e C. La communication, elle est d'abord verbale et non verbale. Donc on peut et on doit dire non quand on n'est pas d'accord. Et enfin, le consentement. Celui-ci doit être recueilli de manière verbale, où aujourd'hui on a des supports, des applications qui permettent de s'assurer du consentement et de s'engager ensuite sur la base de ce consentement dans une interaction sexuelle. La prévention, qu'est-ce que c'est ? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils de prévention et l'objectif, c'est la prévention primaire en outillant les enfants afin qu'ils ne deviennent ni victimes ni auteurs de violences sexuelles. Nous avons créé une boîte à outils de prévention sur le CHU de Montpellier qui propose une petite mallette de 134 fiches d'intervention qui va cibler 5 domaines dans 4 tranches d'âge à partir de 5 ans. Et l'idée, très simple, est de renforcer les facteurs de protection et de réduire les facteurs de risque de violence. On travaille en particulier sur les compétences psychosociales, mais aussi respect et différence, virtuel réel, sexualité, compréhension et respect de la loi. Donc il suffit d'être formé à son utilisation et n'importe quel professionnel peut ensuite aller déployer sur site, dans son milieu écologique d'intervention, des interventions de prévention, simple d'utilisation comme des fiches cuisine, hein, avec à chaque fois les objectifs, le temps, le matériel, etc. Donc là encore, après le grand mouvement MeToo, après la révélation, il s'agit d'intervenir pour protéger, réduire les conséquences des violences sexuelles, mais on peut être un peu plus ambitieux en envisageant de la prévention primaire, c'est-à-dire avant même que les problèmes n'arrivent, pour pouvoir outiller les enfants et les mineurs afin qu'ils ne deviennent ni victimes ni agresseurs. Voici ici les 3 niveaux de prévention qui peuvent s'articuler depuis la prévention primaire, universelle, dans une population générale, globale, en particulier par exemple dans un club. Avec la boîte à outils de prévention, on peut tout à fait faire de la prévention primaire. Ensuite, la prévention secondaire, lorsqu'il y a des comportements sexuels problématiques, on doit intervenir. Lorsque chez l'adulte, il y a une attirance sexuelle pour des mineurs, on a mis en place un numéro national d'appel unique, non surtaxé. C'est le 0806 23 10 63, le dispositif STOP, qui permet à toutes les personnes attirées sexuellement par des mineurs d'être accompagnées, orientées et soignées. Et puis enfin, la prévention tertiaire, qui consiste à réduire les complications liées à ces violences. C'est les CRIAVS, les centres ressources pour les intervenants près d'auteurs de violences sexuelles, qui vont soutenir et orienter. Mais notre idée, c'est de pouvoir éviter d'aller dans la prévention secondaire et tertiaire en dépistant le plus tôt possible, à travers des interventions de prévention primaire, d'éventuelles difficultés, d'éventuels problèmes. La boîte à outils de prévention que nous avons créée, elle participe aussi au dépistage et à la révélation de problèmes soit subis, soit agis. Pour essayer de conclure, avant d'engager la discussion, on peut envisager les interventions de prévention dans une articulation depuis la promotion de la santé pour pouvoir attirer l'attention à la fois des populations, mais aussi des politiques publiques autour de cette problématique. On peut agir en éducation à la santé, en donnant de l'information, mais aussi des ressources auprès des mineurs, et j'espère vous en avoir transmis quelques-unes. Et enfin, on peut agir en termes de prévention en santé, à travers, par exemple, la boîte à outils de prévention, mais il existe des dizaines de types d'interventions qui ont montré leur efficacité et un certain nombre d'associations œuvrent sur le terrain, en particulier en milieu sportif, pour proposer à la fois des outils ou des interventions de prévention. Ces différents niveaux, promotion, éducation et prévention, ne s'excluent pas. Au contraire, ils interagissent entre eux dans une complémentarité à construire, en plus dans les valeurs du sport, ce qui paraît tout à fait évident. Là où la guérison est incertaine, la prévention est plus sûre. Le ministère des Sports vous propose un certain nombre de ressources que je vous invite à retourner voir sur leur site. Et vous avez ici un certain nombre de références et d'outils que je mettrai à votre disposition, bien évidemment. Nous avions organisé une conférence sur ce sujet au CRIAVS. Vous retrouverez tout ça sur Internet. Merci beaucoup pour votre attention.
On va ensuite échanger. L'objectif, c'est vraiment de vous donner un aperçu, un tour d'horizon. Et on va rester ensemble toute la soirée pour pouvoir discuter de ces différentes notions. Merci pour votre attention. Merci Mathieu Lacambre de votre intervention. Je voulais rappeler quand même qu'en 2018, 6,6 millions de licences avaient été délivrées à des enfants et une grande majorité à une population entre 10 et 14 ans. Voilà, donc ça c'est important. Avant de donner la parole à M. Crouy, procureur de la République, je voulais vous dire qu'en fin de conférence, on fera une interaction avec le public, soit en présentiel, parce que vous aurez certainement des questions à poser, éventuellement au docteur Lacambre, au procureur de la République, à Géraldine ou à Maître Forbrac. Et les gens qui sont en live, s'ils ont un compte pour pouvoir accéder au chat, peuvent poser des questions. Leurs questions seront réceptionnées et on pourra échanger là-dessus en fin de conférence. Monsieur le procureur, je vous donne la parole. Merci. Alors, je suis très heureux d'être parmi vous ce soir parce que vous l'avez rappelé, je suis sportif et je suis juriste et je crois que le lien entre les deux peut avoir une force considérable ce soir. Dans le courant de l'année 2020, lorsqu'il y avait eu des révélations dans le monde du patinage artistique, j'avais échangé avec monsieur l'adjoint au sport, monsieur Galland, sur ce sujet et je lui avais dit il faut qu'on organise quelque chose, un groupe de travail sur cette thématique et vraiment vous concrétiser finalement l'idée que j'avais eue et qui n'a pas été concrétisée au regard de la crise sanitaire. Mon intervention, je vais essayer de cibler à la fois le jeune sportif, mais aussi l'éducateur et l'encadrant. Alors, bien évidemment, avec un peu de droit, parce que c'est quand même mon métier. J'aurai deux temps dans mon intervention. Une première partie sur la prévention des violences sexuelles et une deuxième partie sur la répression. Dans la prévention, d'abord, vous parlez du cadre légal et des évolutions législatives pour vous dire qu'aujourd'hui, finalement, on n'est pas réunis tous les trois que pour les besoins de la cause et qu'au quotidien, on discute en pratique sur les dossiers avec le service jeunesse et sport, avec Maître Forbrac ou d'autres avocats sur des dossiers. Et cette évolution, et notamment le partage d'échanges d'informations entre les administrations, il a un point de départ législatif, c'est la loi du 16 avril 2016, dite loi Villefontaine, que beaucoup connaissent ici. C'est l'histoire d'un directeur d'école de Villefontaine qui avait été condamné par la justice pour des détentions d'images pédopornographiques et cette condamnation, elle n'avait jamais été portée à connaissance de l'Éducation nationale. Et cette personne, malheureusement, elle a été auteur de plusieurs viols et sans qu'il ne soit jugé puisqu'il est suicidé en prison. Donc il y a une loi qui est intervenue suite à ce dysfonctionnement, parce que c'est un dysfonctionnement. Et aujourd'hui, il y a un partage d'informations, il y a même une obligation pour le procureur de la République d'informer un certain nombre d'administrations, et y compris donc l'administration qui est chargée de l'animation de la jeunesse et du sport au niveau du département, d'une condamnation pénale d'une personne qui est en lien avec des mineurs et qui a une autorité sur les mineurs. Et cette obligation d'information, elle a lieu même, alors même que la condamnation n'est pas définitive et alors même qu'il n'y a pas encore de jugement lorsque la personne est placée sous contrôle judiciaire. Et ça, c'est indispensable pour que ce qui est notamment pas connu de ces administrations puisse être prévenu. Et là, on est dans la prévention pour écarter, quand c'est nécessaire, les auteurs passés d'infractions sexuelles. Il y a ensuite, lorsque l'action judiciaire est intervenue, pour prévenir un nouveau délit, il faut pouvoir écarter, ou un nouveau crime, il faut pouvoir écarter l'auteur. Et il y a tout un tas d'interdictions d'exercer qui existent dans le Code du sport et le Code pénal et le Code de procédure pénale, qui ne sont pas toujours d'ailleurs obligatoires. Et parfois, on pense que parce qu'une personne est condamnée pour des faits de nature sexuelle, elle va être obligatoirement écartée par la justice. Ce n'est pas toujours le cas. Il faut qu'il y ait une décision prise en ce sens. Ça, c'est ce qui permet d'échanger et de prévenir lorsqu'on a identifié des situations. Il y a également dans les outils de prévention qui existent des possibilités qui ne sont pas encore très bien connues des administrations, à la fois de consulter le FIJES, qui est le fichier donc, des auteurs d'infractions sexuelles, et le casier judiciaire numéro 2, qui est accessible aux administrations. Et parfois, je le dis, ce n'est pas toujours utilisé par les administrations. Et je rappelle, c'est ces dispositifs qui existent, qui permettent, là encore, sans qu'il y ait le premier pas de la justice, de vous-même d'identifier ces personnes qui seraient en contact avec des mineurs. Et il y a ensuite l'obligation, pour ceux qui ont connaissance d'une situation qui exposerait un mineur à une infraction de nature sexuelle,
de la dénoncer au procureur de la République. Alors, l'article le plus connu, c'est l'article 40, qui impose à toute autorité constituée ou personne de la fonction publique de révéler toute infraction pénale dont elles auraient eu connaissance. C'est un texte généraliste qui n'est pas sanctionné par la loi. C'est-à-dire que si vous avez connaissance d'une infraction et que vous ne la révélez pas, le texte dit peu, il n'y a pas de sanction qui est prévue. Par contre, lorsque vous avez connaissance d'une infraction commise sur un mineur ou une personne vulnérable, et notamment un crime lorsqu'on a affaire à un viol, là, il y a une obligation, et lorsqu'il n'y a pas de dénonciation à l'autorité judiciaire, on peut être poursuivi pénalement, y compris lorsque les personnes sont tenues à un secret. Le secret professionnel, il est prévu et il existe dans la protection, mais on est dérogé au secret lorsqu'on a connaissance de ces faits de cette nature qui sont les faits les plus graves. Et vous avez parlé, M. Bourrinet, en introduction des liens aussi avec l'Église, et en décembre 2019, donc quelques mois après mon arrivée, j'ai signé une convention justement qui permet à l'Église de mieux révéler au procureur de la République des faits de cette nature, et on voit aussi toute l'articulation avec le secret et les exigences de la loi républicaine. Lorsque ces faits sont révélés à l'autorité judiciaire, il va falloir, et c'est l'objectif du procureur de la République, les traiter sur le plan pénal pour parvenir à une répression. Le docteur Lacam, dans son intervention, a précisé que un certain nombre de faits de nature sexuelle étaient commis aussi entre mineurs. Et je dois rappeler que la responsabilité pénale du mineur, elle existe qu'à partir du moment où on a l'âge de raison. Le législateur a un petit peu évolué dernièrement et il a fixé une présomption de responsabilité pénale pour les mineurs âgés de 13 ans. Donc à partir de 13 ans, on considère que vous êtes apte à comprendre ce que vous avez fait et on peut diligenter des enquêtes et des poursuites. Dans la définition des violences sexuelles qui a été faite par le docteur Lacabre, on voit bien qu'il y a tout un tas de phénomènes qu'on peut aussi retrouver dans une liste d'infractions pénales. Alors, les plus connus, c'est le viol et l'agression sexuelle. Alors, petite définition, le viol, je vais un peu dans les détails, mais c'est important, c'est un acte de pénétration sexuelle. Et l'agression sexuelle, c'est une atteinte sexuelle, c'est-à-dire un geste de nature sexuelle. Le législateur, là encore, pour mieux réprimer ces faits, il a évolué dernièrement pour tout ce qui est autour de la notion de consentement. Et on voit que c'est inconcepté, le consentement. Et il a considéré, lorsqu'on a une relation sexuelle ou une agression sexuelle entre un majeur et un mineur, lorsque le mineur est âgé de moins de 15 ans et qu'il y a une différence d'au moins 5 ans, que le consentement n'était pas possible. Et à partir de ce moment-là, il n'y a pas besoin de démontrer qu'il y a eu des violences, des menaces ou une surprise pour parvenir à l'acte sexuel. Et ça, c'est une vraie évolution en faveur des victimes. À côté des infractions les plus connues, donc de viol et d'agression sexuelle, on voit aussi que la violence sexuelle, elle peut aussi s'opérer sans qu'il y ait de contact. On pense toujours au contact entre les jeunes ou entre l'adulte et le jeune dans le milieu du sport. Il existe le harcèlement sexuel dans le monde du sport, il existe l'outrage sexiste, il existe le voyeurisme. On voit dans des vestiaires parfois des personnes qui vont essayer de capter ou visualiser des scènes qui portent atteinte à l'intimité. Il y a le revenge porn, c'est-à-dire, c'est un terme juridique anglais, mais qui est la diffusion d'images qui sont prises avec le consentement, parce qu'on a des jeunes qui parfois peuvent consentir à la vidéo, mais consentir à la prise de vidéo, ce n'est pas consentir à la diffusion. Et la diffusion, elle est aujourd'hui réprimée par la loi. Et on voit que le législateur, finalement, il s'adapte à toutes ces définitions qui ne sont pas juridiques de la violence sexuelle. Lorsque le procureur de la République, il est saisi de ces faits, alors d'abord, il est saisi par la plainte d'une victime, ça peut être la porte d'entrée, par un signalement. Il peut aussi s'autosaisir lorsque le procureur il entend par divers biais qu'une personne peut être responsable des faits d'atteinte sexuelle ou d'agression sexuelle. Il peut ouvrir une enquête d'initiative et le canevas type de l'enquête, il est toujours systématiquement identique. C'est une audition de la victime, souvent lorsqu'elle est mineure, ce qu'on appelle une audition Mélanie, c'est-à-dire une audition filmée avec des gendarmes ou des policiers spécialement formés à l'audition des mineurs, parce que la parole de mineur, elle est fragile, et il faut pouvoir justement que le mineur soit à la fois en confiance dans ce qu'il va pouvoir révéler, mais aussi qu'il comprenne qu'il est face à une autorité et que
parole aura des conséquences. Et on va très rapidement arriver à l'audition du mis en cause. Et la vraie difficulté dans ces enquêtes, c'est le moment de la révélation. Et là, s'il y a un message que je peux faire passer ce soir auprès à la fois du jeune public ou des familles qui peuvent être exposées à ces situations, c'est qu'il ne faut jamais garder ça pour soi. C'est-à-dire que le droit, il y a des délais de prescription. Et parfois, la révélation des faits est si tardive qu'il est impossible sur le plan judiciaire d'agir. Même si le législateur, là encore, a fait évoluer des délais de prescription, puisqu'en matière de crime, on est passé à 30 ans à partir de la majorité, et pour les délits d'agression sexuelle, à 20 ans à partir de la majorité. Donc on voit que ça s'est allongé, mais ce n'est pas parce que la durée de prescription s'allonge que ça facilite la constitution et la caractérisation de l'infraction. Parce qu'on se rend compte que voilà, la psychologie d'un acte qui est subi, elle est difficile à appréhender et que parfois, bien évidemment, c'est à l'âge adulte qu'on en prend conscience et qu'on le révèle. Mais lorsqu'on le révèle tard, la preuve, elle est difficile. C'est-à-dire que les témoignages, ils n'existent plus. Les traces éventuelles de messages qui ont été échangés entre l'auteur et la victime n'existent plus. Et on va se retrouver avec une parole de la victime qui mérite du crédit, mais qui va se heurter à l'impossibilité de prouver les faits et donc à une impossibilité d'avoir un procès. Et on peut étendre indéfiniment les délais de prescription. Ça peut parfois, et c'est un peu mon regret, donner peut-être de faux espoirs aux victimes lorsque les faits sont révélés tardivement. Donc vraiment une alerte sur cette nécessité de révéler les faits immédiatement. Et alors, bien évidemment, tout le monde n'est pas juriste et que vous n'avez pas à faire une analyse juridique de savoir est-ce qu'il y a une infraction ou pas. Mais aujourd'hui, les clubs, le service départemental jeunesse et sport, il y a des organisations structurées qui permettent de faire remonter l'information et de la filtrer avant de la signaler aux autorités. Parce qu'on voit bien aujourd'hui dans notre société un petit peu où les procès se règlent par les médias que la dénonciation mensongère aussi, elle peut exposer très rapidement un auteur qui n'en est pas un. Et la justice, même si elle ne poursuit pas, finalement on ne voit pas passer cette réponse-là et il faut être vigilant sur justement la prise en compte de la parole, mais en même temps sa confrontation avec des enquêteurs et avec une autorité. Lorsque l'enquête permet à la fois d'identifier un auteur et de caractériser l'infraction, le procureur a plusieurs possibilités. En matière de délit, il va pouvoir immédiatement poursuivre l'auteur des faits devant le tribunal correctionnel. En matière de crime, il sera obligé, le procureur, de saisir un juge d'instruction, ce qui va aussi rallonger les délais d'enquête, mais qui va permettre de mettre un peu plus de contradictoire dans l'enquête, y compris pour l'auteur, avant l'organisation d'un procès, cette fois-ci devant la cour d'assises, jury populaire, ou nouveauté devant la cour, c'est la cour criminelle départementale, c'est une nouveauté qui entre en vigueur au 1er janvier 2023 et qui permet de juger les faits de viol hors jury populaire, parce que sinon c'est le jury populaire pour la cour d'assises. Et le magistrat du ministère public, donc le procureur de la République, lui, à la fois, lorsqu'il réprime, il veut sanctionner l'auteur, mais il protège aussi la victime par tout un panel de sanctions qui permettent, je l'ai dit dans la première partie de mon introduction, d'interdire d'activité et de contact avec les mineurs l'auteur des faits, et bien évidemment avec des peines d'emprisonnement lorsque les faits sont les plus graves. Donc voilà un petit peu l'articulation entre la révélation des faits, l'enquête, le procès et la sanction, qui doit permettre, encore une fois, dans une société démocratique, une société de droit, d'avoir une enquête, d'avoir aussi une présomption d'innocence, mais aussi d'accorder une vraie crédibilité à la victime lorsque celle-ci est exposée à ce type de fait. Merci beaucoup, monsieur le procureur, de cet éclairage. Je voulais apporter un éclairage souvent que les gens oublient avant de vous donner la parole, maître. C'est le rôle de police administrative que peuvent avoir les agents de l'État qui sont jeunesse et sport, puisque ça c'est un terme qui parle à tout le monde. Ce rôle de police administrative, contrairement à la partie pénale, qui elle est fait pour réparer, la police administrative, elle a un rôle soit de prévention, soit de stopper quelqu'un qui pourrait être nocif pour la société. C'est-à-dire que si on a un signalement d'un éducateur sportif, on peut faire un arrêté en urgence par la préfecture, par monsieur le préfet, et on peut l'interdire pendant 6 mois de tout exercice, de toute fonction en lien avec des enfants, que ce soit dans le sport ou dans l'animation. Et
Et on met en œuvre ce qu'on appelle un CDGSEA, une commission départementale jeunesse, sport et vie associative, qui est une commission avec 12 personnes, et on statue sur est-ce qu'il est dangereux pour la société, c'est-à-dire des jeunes qui l'encadrent, ou est-ce qu'il ne l'est pas. Voilà. Et contrairement effectivement à la partie pénale où il y a une prescription, et on a déjà eu un dossier de ce type-là dans le service, les faits étaient prescrits. Donc effectivement, pour cette personne qui aurait dû être condamnée, les faits étant prescrits, il n'y a pas eu de sanction à son encontre. En revanche, sur l'enquête administrative, toujours dans cette protection des usagers, on a estimé qu'il n'était pas en capacité, même 35 ans après, d'être en contact avec des jeunes, et on l'a écarté de toute fonction dans le milieu du sport et de l'animation. Ça, c'est un volet souvent que les gens ne prennent pas conscience, surtout les professionnels. On va y revenir à la fin, parce que le ministère, effectivement, travaille beaucoup en ce moment sur ce volet de formation de ces cadres, sur cette histoire de police administrative. Alors, Maître Forbrac, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur cette notion de consentement qui génère des interrogations. Est-ce que le législateur a stipulé là-dessus? Alors, la question piège. Parce que la question piège, parce que le consentement n'est pas défini juridiquement, c'est-à-dire dans les infractions pénales qui ont été citées par le procureur de la République. Il faut savoir qu'il y a une classification. Le viol est un crime. Les agressions sexuelles, les atteintes sexuelles, le harcèlement sexuel est un délit. Donc on n'est quand même pas sur le même type de procédure. Et le législateur a défini en excluant ce qui n'était pas le consentement finalement, puisque doit être caractérisé la menace, la contrainte, la surprise ou la violence. Donc on n'a pas de définition juridique du consentement. On le définit en disant ce qui n'est pas consentement, sachant que notamment sur les atteintes, par rapport à ce que disait monsieur le procureur, sur les atteintes sexuelles, parce qu'on a souvent entendu parler dans les médias, alors moi j'aime pas trop cette notion-là, mais ça c'est très personnel, de cette majorité sexuelle, puisque c'est un débat qui a eu lieu au niveau du législateur, ce qui est juridiquement peut-être un petit peu gênant, parce qu'on est majeur à partir du moment où on a 18 ans. Le législateur a fait une présomption de non-consentement. C'est ce que disait le procureur, où on estime en effet qu'en dessous, les enfants de moins de 15 ans n'ont par définition pas la capacité, et c'est pour ça qu'ils n'exigent pas la menace, la contrainte, la violence. J'en ai oublié un. Menace, contrainte, violence, à chaque fois j'en oublie un. Surprise, merci. Ces éléments-là pour caractériser l'infraction, puisque la notion d'atteinte sexuelle est caractérisée à partir du moment où il y a un geste de nature sexuelle. Voilà pour ce point-là. Je vais rebondir sur peut-être moi, comment j'interviens en tant qu'avocat. C'est vrai que quand j'entendais la vidéo que vous avez que vous avez diffusée, où on prône parlons-en, je pense que c'est extrêmement important, et ça m'a rappelé mon sujet de grand oral lorsque j'ai passé le concours d'avocat, c'était le silence. Très difficile pour un avocat de rester silencieux, puisque nous disposons, et ça c'est une chance aussi, d'exercer ce métier-là, puisque nous disposons d'un prétoire pour pouvoir exposer quoi ? Exposer les intérêts des personnes qu'on défend. C'est la différence aussi avec le procureur de la République, qui est là dans les intérêts de la société. Notre lieu de travail et notre cabinet d'avocats, et dans ce lieu-là, la parole, elle est libre. Nous, on intervient en qualité d'avocat
Malheureusement, souvent quand l'infraction est commise, ou en tout cas quand la caractérisation de l'infraction pénale dans les différentes infractions pénales qu'il peut y avoir, lorsqu'elle pose question. Les personnes qui viennent au sein du cabinet sont en effet avec cette interrogation-là, que ce soit des mineurs, puisqu'il y a des mineurs qui peuvent être concernés, et des majeurs qui ont subi des faits en étant mineurs. On a en effet ce secret professionnel qui nous permet d'offrir, je pense, cet espace de parole aux victimes et de voir avec eux, de travailler en tout cas avec eux sur cette caractérisation ou pas de l'infraction, parce que c'est quand même une difficulté c'est ce que disait monsieur le procureur, parce que pour qu'il y ait une infraction, il faut des éléments, et notamment des éléments matériels. Donc la parole, elle est libre au sein de notre cabinet, et après, qu'est-ce qu'on fait de cette parole-là? C'est un travail d'accompagnement, vraiment, pour l'avocat, puisque avec les éléments juridiques et avec les éléments humains, on essaye d'aborder les choses pour les accompagner, parce qu'il est évident que le système juridique et le système judiciaire, plus exactement, est extrêmement compliqué, puisque je vous ai dit qu'une infraction pénale de nature sexuelle pouvait être un crime. Donc l'avocat intervient au cours des auditions de la victime, au cours de l'instruction, avec une première partie qui est la constitution de partie civile. Et ça, c'est toujours une grosse étape pour la personne qui dénonce des faits. Donc ça, c'est en matière de viol. Et après, on est dans l'accompagnement au cours des auditions, des confrontations devant le juge d'instruction. Et c'est vraiment cet accompagnement-là jusqu'au procès, avec parfois, le procureur le disait à juste titre, parfois en effet des déceptions, parce que peut-être qu'on attend trop de la justice aussi, c'est un débat, mais parce que les éléments ne sont pas matériellement prouvables, parce que y a cette histoire de prescription. Donc il peut y avoir une certaine déception. En tout cas, le fait de libérer la parole, malgré tout, ça peut avoir un aspect préventif, parce que, comme le disait à juste titre M. Bourrinet, parfois, ces personnes victimes permettent de faire de la prévention pour les générations suivantes. Et là, c'est en effet à l'État de pouvoir faire les choses. Au niveau de l'enquête pénale pure, maintenant, le législateur, il permet quand même, et ça, il faut le savoir, parce que souvent, les victimes sont seules à déposer plainte, et c'est extrêmement difficile, même si les gendarmes sont de plus en plus formés. Et en tout cas, il n'y a pas le même lien de confiance, puisque nos clients, par définition, les personnes qu'on représente, sont censés, du moins, avoir confiance en nous. Et aujourd'hui, le législateur permet à l'avocat d'accompagner la victime au commissariat pour déposer la première plainte qui va en effet enclencher ce que j'appelle la machine judiciaire. Il y a aussi les éducateurs qui sont, ça il ne faut pas les oublier, qui sont en effet confrontés parce qu'aujourd'hui, les enfants, je pense à un dossier justement, ont plusieurs activités. Ils peuvent faire de l'escalade et du ski, par exemple. Et c'est vrai que cette particularité quand même du sport, pour l'avoir vécu aussi en tant qu'enfant, c'est qu'on a un lien avec notre entraîneur, mais Géraldine, elle va beaucoup plus en parler, qui est assez particulier, puisque c'est quelqu'un qui a une autorité sur le mineur, dans la mesure où on a une discipline sportive à intégrer, avec des règles, avec un certain nombre de choses à enseigner. Et à la fois, c'est quelqu'un qui porte énormément de bienveillance, parce que
et en qui on a confiance. Enfin, c'est souvent ce qui ressort aussi, moi, des mineurs que j'ai pu assister. Voilà, j'ai confiance en lui. Est-ce que c'est normal ce qui se passe ? Du coup, on perd cette notion de ce qui est normal. Ça, c'est toujours la question des enfants que je peux assister. Est-ce que c'est normal ? Parce que, en effet, les limites sont parfois très, très floues, parce qu'il y a ce lien de confiance avec l'entraîneur sportif qui permet, cette confiance en tout cas, permet de pouvoir explorer les capacités sportives. Donc c'est toute cette ambiguïté-là. Et c'est vrai que les éducateurs sportifs peuvent être recueillir, c'est aussi un espace de parole, recueillir des faits qui sont dénoncés par des mineurs du fait d'un autre éducateur sportif. Et là, il est vrai que c'est l'avantage d'avoir cette pluridisciplinarité. Moi, je trouve que c'est très, très important, parce que je pense à ce dossier-là, où la personne donc, a recueilli cette parole, a fait une enquête, a sollicité Jeunesse et Sport. Il y a une enquête administrative qui a été réalisée et qui a conduit à un article 40. Donc, ça a été vraiment suivi. Le procureur a fait une enquête pénale qui a abouti à un classement sans suite. Et c'est là aussi où parfois c'est un peu difficile de parler, c'est que cet éducateur a été poursuivi pour des faits de dénonciation calomnieuse. Donc, juridiquement, la dénonciation calomnieuse aussi, elle est très, très encadrée. Et en tant qu'éducateur, n'ayez pas peur de la dénonciation calomnieuse. Ça, c'est le message qu'il faut faire passer à partir du moment où, puisque pour finir l'histoire, parce que le dossier il a été plaidé et jugé, la personne a été relaxée et elle a obtenu des dommages et intérêts pour avoir été l'éducateur, pour avoir été traduit en justice par cet autre éducateur. Mais à partir du moment où on suit ce cursus, en effet, de jeunesse et sport qui est quand même très présent, en tout cas dans le département, de la chance qu'on a d'avoir aussi un procureur de la République avec qui on peut échanger, le cursus, il se fait de manière très constructive et ça, c'est particulièrement important. Je voulais rebondir sur un mot que vous avez utilisé à plusieurs reprises, le mot accompagnement. Il me semble important, puisque bien loin de nous l'idée de jeter l'opprobre sur les éducateurs sportifs, qui sont d'ailleurs pour nous des personnes essentielles, qui eux vraiment œuvrent pour le développement de l'enfant, le développement personnel, bien au-delà du développement sportif. On a une chose qui n'a pas été mise en lumière, c'est qu'avec la crise du Covid, il y a eu un accroissement des violences intrafamiliales, et l'éducateur sportif, lui, peut recevoir effectivement la parole là-dessus. Et j'aimerais bien, si vous m'autorisez, que vous fassiez un petit aparté sur ce qu'on peut définir comme une personne ressource. Alors, c'est vrai que je ne sais pas si je vais avoir une définition convenable. En tout cas, pour avoir eu des dossiers où des mineurs étaient concernés, où des enfants viennent au sein du cabinet pour exposer certaines choses, une personne ressource, c'est vraiment pour un enfant, mais peut-être Monsieur Lacambe saura peut-être plus le définir au niveau psychiatrie, mais c'est un socle sur lequel on peut s'appuyer, qui permet de faire confiance. Nous, en tant qu'avocats, et ça c'est aussi très important pour les personnes qui nous mandatent, on a quand même ce secret professionnel-là qui permet d'éviter que ça soit diffusé, et on respecte cette parole-là. Donc un éducateur peut être une personne ressource, un avocat peut être une personne ressource pour les mineurs comme pour les majeurs. Merci beaucoup de cet éclairage. J'aurais une question en fait pour le docteur Mathieu Lacambre. On a parlé effectivement que l'agresseur pouvait être un homme, l'agresseur pouvait être aussi une femme, il pouvait être aussi un équipier, mais on peut aussi avoir une personne qui a des pulsions, mais qui n'est pas passée à l'acte, y compris chez les adolescents.
il peut être adolescent, avoir 15 ans et avoir des envies soit de petits garçons, soit de petites filles, mais qui vivent très certainement un mal-être. Et j'aimerais bien qu'on aborde un petit peu le sujet et ce qui peut être mis en œuvre pour ces personnes-là. Alors, chaque situation est particulière, mais la première étape, c'est de réaliser une évaluation qui soit la plus précise possible. On a évoqué un numéro d'appel unique, là, le 0806 23 10 63, mais les CRIAVS proposent aussi des orientations. Et la première étape consiste vraiment, j'allais dire, à faire le diagnostic. Et ensuite, sur la base de diagnostic, on va proposer une orientation. En sachant que la préférence sexuelle exclusive pour des enfants prépubères, ça s'appelle la pédophilie, et qu'on peut poser un diagnostic de pédophilie après l'âge de 15 ans. Donc, c'est une compétence médicale qui concerne les psychiatres, ce qui permet ensuite, sur la base d'un diagnostic, de pouvoir proposer des soins, des psychothérapies, éventuellement des médicaments qui sont le plus souvent des antidépresseurs, qui limitent ses compulsions et ses envahissements psychiques, et puis ensuite vraiment sur des stades avancés avec des risques de violences sexuelles réelles, avérées et actuelles, on utilise des traitements freinateurs de libido. Mais il y a toute une gradation finalement en fonction du diagnostic et de la gravité de l'envahissement de la psyché. En sachant qu'il y a plein de moments où dans l'existence, on peut être un peu plus énervé en termes de libido, que la libido varie, et que la période de l'adolescence, c'est un moment où on est très très sujet, en particulier le sexe masculin, on regarde des taux de testostérone, à des comportements exploratoires sexuels, et que malheureusement, Internet propose aujourd'hui tout et n'importe quoi, et beaucoup n'importe quoi, et qu'un certain nombre de jeunes adultes, d'adolescents, rentrent dans la sexualité sur la base d'un référentiel pornographique plus ou moins adapté et parfois déviant au sens de ce que nous on appelle un trouble paraphilique, le BDSM, le sadomasochisme, etc., etc. Donc il s'agit d'être vigilant à cette entrée, il s'agit d'être attentif au contenu des fantasmes, surtout s'ils concernent effectivement des mineurs, et à inciter toutes les personnes qui sont sujets à ce type de fantasmes, d'idées ou de préférences sexuelles à consulter. Il y a des soins qui sont possibles, des équipes spécialisées, dédiées, qui permettent d'éviter les passages à l'acte. Et dès la fin de l'adolescence, on peut vraiment envisager des prises en charge qui sont tout à fait efficaces et qui permettent de retrouver une sexualité harmonieuse, plus en accord avec ses propres valeurs. J'insiste sur l'idée que c'est une source de souffrance que d'être traversé par des pensées sexuelles qui concernent des mineurs ou des enfants, et que 8 à 9 fois sur 10, les patients qui nous arrivent sont en grande souffrance du simple fait d'avoir ce type de fantasme. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas forcément de passage à l'acte, il y a juste... c'est l'inverse, il n'y aura forcément pas de passage à l'acte à condition qu'on s'en occupe. D'accord, très bien. Merci beaucoup. J'avais demandé effectivement à Géraldine de venir parce qu'il me semblait important, au-delà de ces différents aspects techniques de la problématique des violences sexuelles, qui sont des violences à caractère sexuel et ou sexiste, voilà, pour être plus précis dans la définition. Le sexisme aussi, c'est une violence. Et ce qui était intéressant dans la discussion que j'ai eue avec Géraldine, c'est qu'il y a eu cette notion enfant d'entraîner et de sa relation qu'elle avait avec l'entraîneur et des violences psychologiques qu'elle a subies si elle nous en parle, et de ce basculement d'entraîner à entraîneur et des conséquences que ça a eu sur ses méthodes d'apprentissage. Oui, effectivement. Alors, je vais avoir la double casquette, hein. Vous le disiez tout à l'heure. Donc, je vais représenter un petit peu les athlètes et puis les entraîneurs. Alors, pour moi, athlète-entraîneur, deux statuts, mais qui sont liés dans une relation indissociable. L'un ne va pas sans l'autre. Il n'y a pas d'élève sans professeur. Il n'y a pas d'entraîneur sans élève. Voilà. Donc, du coup, je vais partir un petit peu sur mon expérience, ma carrière en tant qu'athlète, ce que j'ai pu vivre. Donc, faut remonter à il y a 25 ans de cela. Donc, c'était une autre époque quand même. On subissait beaucoup d'oppression, beaucoup de regards malveillants. Effectivement, des mains qui se posent sur le corps parce qu'on est
un sport où on a besoin d'avoir beaucoup de sensations de placement au niveau des épaules, au niveau du bassin, au niveau des jambes. Et donc, effectivement, ces mains qui se posent, eh bien, ça nous est imposé. Voilà. À aucun moment, à cette époque, on nous demandait est-ce que je peux te faire ressentir des choses parce qu'on a besoin d'avancer dans la discipline, donc j'ai besoin de te montrer vraiment ce qu'on a besoin d'avoir au niveau de la posture. Je reviens sur le regard, parce que c'est très malsain, en fait. Ça peut être un regard au loin, ça peut être un regard très proche, mais toujours avec le même message derrière. Voilà. Donc beaucoup de manipulation, parce que on passe beaucoup d'années, on se livre en fait à notre entraîneur, parce que tout naturellement, et ça c'est l'humain qui veut ça, on donne des informations sur notre vie privée, comment on se comporte, voilà. Donc c'est vrai que derrière, on arrive tout de suite à cibler le caractère de l'enfant qui est face à nous. Et donc du coup, il est vrai que certains entraîneurs profitent déjà de ces éléments très précieux pour eux. Ça a du bon aussi, hein, voilà, ils peuvent être une bonne épaule aussi et nous aider à avancer. Voilà, donc une autre époque, parce qu'effectivement, voilà, pour les parents, enfin de ce que j'ai vécu, hein, après c'est mon expérience familiale aussi, pour moi mes parents avaient vraiment confiance qu'aux entraîneurs, et pour eux, l'entraîneur avait toujours raison. Voilà, il n'y avait pas ce droit de parole à l'enfant. Donc c'était un petit peu problématique, beaucoup de frustration aussi, hein, parce que quand on grandit, on ne comprend pas pourquoi notre parent va prendre plutôt la défense de l'entraîneur et pas de son propre enfant. Donc beaucoup de violences psychologiques, physiques, voilà, sur certaines parties du corps. Heureusement pour moi, il n'y a jamais eu de dérapage pour aller jusque dans la violence sexuelle à proprement parler, mais autour de moi, dans mon entourage, voilà, dans plusieurs clubs que j'ai côtoyés, effectivement, il y en avait. Donc on a eu des confidences entre patineurs. C'était difficile à entendre, hein, de savoir que, bon, effectivement, nous, on pouvait idoler son entraîneur et puis voir qu'il pouvait basculer du côté obscur aussi. Pourquoi elle, pourquoi pas moi? Donc, il y a une grosse réflexion sur l'estime de soi aussi, de ce qu'on reflète comme image. Et puis, finalement, en discutant entre nous, on s'apercevait que c'était dans les mœurs, qu'on se disait, personne ne bouge, personne ne parle, donc ça doit se faire, c'est comme ça. On n'a pas le choix, pour avancer dans notre discipline. Très malsain, parce qu'aussi, à l'époque, on se disait, tiens, un entraîneur femme, en tant que peut-être de sa posture de mère, pouvait prendre notre défense. Non, jamais. À la rigueur, plutôt, elle nous enfonçait. C'était plutôt dans ce sens-là. Voilà, donc du coup, c'est vrai qu'en passant de l'autre côté de la barrière, comme on dit dans notre jargon de patinage artistique, en devenant entraîneur, et de par mes formations, je me suis posé beaucoup de questions, parce que j'ai été marquée psychologiquement par toute cette violence. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi l'enfant n'a pas le droit de parole comme ça? C'est pas normal. Même s'il n'a pas 15 ans ou arrive presque à sa majorité, pourquoi il ne peut pas échanger? Non. Donc, du coup, ce qui me choque de temps en temps, c'est que j'entends aussi dans les clubs, mais ça, c'est vraiment une vision personnelle, j'entends souvent dire mes élèves. Et ça, le pronom possessif, mes élèves, m'interpelle.
Pour moi, un élève n'appartient pas à son entraîneur. Il est adhérent dans un club, il représente le club sur des tournois, des compétitions, mais l'entraîneur n'est pas forcément le père, la mère biologique, il n'y a pas de lien comme ça de parenté, on n'appartient pas à cette personne-là. Ça, c'est ma vision des choses, donc je m'efforce de ne pas utiliser cette possession quand je parle des athlètes que je veux côtoyer. Et puis, donc ce qu'on disait depuis tout à l'heure, c'est vrai que les tabous tombent, le droit de parole existe bien, quel que soit l'âge. Ce que je voulais aussi préciser pour les plus jeunes, c'est qu'effectivement, avec l'explosion des réseaux sociaux, on a du mal à maîtriser son image et du coup, l'estime qu'on a de soi, des images peuvent être détournées, donc sans avoir connaissance de tout ça. Et également, quand on est adolescent, attention aux propos que l'on rapporte, attention aussi également à nos gestes, à nos faits. Parce que j'ai eu, par rapport à mon expérience personnelle en tant qu'entraîneur, j'ai pu connaître des gens qui avaient fait de faux témoignages, donc qui ont porté vraiment atteinte à d'autres entraîneurs. Et donc, l'adolescent n'a pas conscience de ce qui peut se produire. Il peut détruire la vie d'une personne. Et effectivement, on bascule le problème à l'envers aussi. De temps en temps, les victimes peuvent être les entraîneurs. Voilà, parce que, par exemple, on n'a pas assez regardé son entraîneur par rapport à un autre. Voilà, il y a de la jalousie. Il y a aussi le phénomène de l'amour à sens unique. Une adolescente peut très bien tomber amoureuse de son entraîneur. Et donc, c'est à nous, entraîneurs, de poser ces limites-là. Voilà. Donc, je reviens sur mon expérience professionnelle. J'ai eu, il y a quelques années de cela, une adolescente qui m'a avoué ses sentiments en plein cours. Voilà. Donc, un peu au pied du mur, parce que je n'avais jamais eu ce cas de figure. Donc, j'ai essayé de poser les limites, quitte à moins intervenir par rapport à la pratique, par rapport à la discipline. Parce qu'il ne fallait pas qu'on rentre dans un système, ni pour elle, ni pour moi. Il fallait qu'on se prémunisse toutes les deux. Voilà. Après, on est actuellement dans une société et dans un pays aussi, je le précise, où on peut agir à différents niveaux. Donc, en tant qu'entraîneur, effectivement, on a ce rôle d'éducateur, d'être bienveillant, on mène à bien nos missions, on les accompagne dans leur développement, mais attention, on respecte bien le cercle familial, on ne devient pas le père, la mère, et on va avoir aussi ce rôle, ces actions de repérage. Justement, parce que si au sein du cocon familial, il y a conflit, il y a des problèmes autres, on peut de temps en temps repérer des problématiques aussi. Et à ce moment-là, on peut en discuter avec les enfants ou proposer à un enfant d'en discuter avec une personne référente, alors qui peut être nommée au sein du club, ou faire appel à une personne à l'extérieur du club et qui deviendrait un médiateur dans le cadre de ces situations-là. Voilà, donc je termine par le fait que, effectivement, nous, en tant qu'entraîneurs, maintenant, on a besoin aussi, comme je reviens un petit peu dessus sur ce mot, de se prémunir, parce que de fausses accusations, analyser nos gestes en permanence, c'est-à-dire demander l'autorisation à chaque fois à un élève de pouvoir apposer ses mains à tel endroit du corps, être en recherche de son consentement,
Voilà, alors des fois, ça questionne, ça perturbe un peu les enfants parce qu'ils nous disent mais oui, vas-y, il n'y a pas de problème, j'ai confiance. Attention à cette confiance aussi. Donc, on est là pour leur expliquer et éduquer un peu dans leur pratique, se dire attention, la vie, c'est pas un monde de bisounours, tu dois être maître de tes décisions. Donc, voilà, moi, dans ma pratique actuelle, c'est ce que j'utilise. Je recherche le consentement. Je respecte les décisions. Si la personne n'a pas envie, tiens, ça peut me mettre la puce à l'oreille. Voilà, je ne veux pas être trop intrusive non plus, mais je reste à l'écoute. Et je voulais remercier le ministère de la Jeunesse et des Sports qui font beaucoup d'actions. Il y a d'autres dispositifs aussi qui existent, qui permettent maintenant de former le corps enseignant. Je serais un petit peu plus en attente peut-être de mettre en place des analyses de la pratique, justement, parce que voilà, on avance dans le temps. Et le cas de figure que j'ai eu avec cette jeune, voilà, j'aurais bien voulu échanger avec des psychologues, peut-être des psychiatres, la façon dont il faut se comporter. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et donc, le corps enseignant est très demandeur de toutes les formations qui peuvent les aider dans leur pratique et leur relationnel avec les élèves. Merci Géraldine pour ce retour d'expérience très aiguisé. Le ministère en fait suit, donc je pense que le message vient d'être passé. Il faut savoir que le ministère est très très à l'écoute de ça. Il travaille là-dessus. Nous, on a associé l'éducation nationale pour la bonne et simple raison que bien souvent dans ces sections sportives, ce sont des jeunes collégiens qui vont faire du patinage, pour Gap, du VTT, du football, du hockey, et ça ce sont des jeunes qu'il faut préserver. Il faut préserver y compris les éducateurs sportifs, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne faut pas être dans la méfiance ni des jeunes ni des éducateurs sportifs, c'est qu'il faut trouver un juste équilibre où chacun respecte tout le monde et que le consentement en fait soit bidirectionnel. Je vais vous montrer quelques éléments de travail que le ministère a mis en place. Je vais essayer de récupérer la souris. Voilà, donc ça c'est le site du ministère, sport.gouv.fr. En bas, vous avez la cellule signalement.sport@sport.gouv.fr. Que vous soyez éducateur sportif ou juste sportif, vous pouvez y aller voir. La cellule au niveau du ministère recueille les signalements et les transmet aux services départementaux qui sont concernés. Bien évidemment, pour les jeunes qui nous suivent, le 119 qui est le numéro qu'il faut à tout prix connaître, comme le 112. Voilà, Service national d'accueil téléphonique de l'enfance en danger. Vous pouvez effectivement, si vous avez besoin d'aide, vous avez un chat également, et ce qui permet de discuter en ligne, ce qui permet aussi d'avoir un petit peu de distance. C'est compliqué parfois de libérer sa parole, de dire il y a quelque chose qui me dérange, ou j'ai vu quelque chose qui me dérange. Il y a ce volet-là aussi qui est très très intéressant. Pour l'enfance en danger, là, pour le 119, il y a 45 écoutants, des professionnels de l'enfance, qui se relaient pour répondre aux appels. Voilà. Et quand vous faites le 119, ça apparaît sur aucun relevé téléphonique. Et il y a un respect complet de la confidentialité des appels, et vraiment, il faut le savoir. Il y a également une plateforme d'échange de langue des signes pour les personnes atteintes de handicap. Le ministère a un partenariat avec l'Enfant Bleu. Voilà, quelques chiffres du signalement sport. 89% de signalements sur 655 entre décembre 2019 et 2021. 40% des victimes ont moins de 15 ans au moment des faits. Et 291 mesures interdisant les professionnels mis en cause d'exercer lors des fonctions ont été prises. Ça sont les mesures soit pénales, soit de police administrative.
Ça, c'est extrêmement important que cette notion de police administrative au niveau des éducateurs sportifs puisse être intégrée et ne pas hésiter effectivement à solliciter le service départemental à la jeunesse, à l'engagement et au sport. Si vous allez sur servicepublic.fr, vous pouvez dialoguer avec la police sur la même logique. Vous avez un petit chat. Ce qui est intéressant, en bas, quitter en urgence et effacer l'historique. Vous rebasculez sur la page d'accueil du service public. L'historique est totalement vierge des messages que vous avez échangés et donc vous gardez cet anonymat. Ça, c'est Colosse au pied d'argile, une association qui a été créée par Sébastien Bouey. Pour ceux qui ne connaissent pas Sébastien Bouey, c'est un rugbyman qui, lorsqu'il était enfant, a été violé par le mari de sa cousine. Et c'est un colosse parce que pour l'avoir rencontré à plusieurs fois, avoir discuté avec lui, c'est vraiment quelqu'un d'impressionnant. Et c'est quelqu'un dans son enfance qui a subi ces violences-là. Voilà. Il n'y a pas un gabarit plus fragile qu'un autre. Il y a juste une cible. Pour revenir un petit peu à cette notion de prédation, du latin pradea, si je ne me trompe pas, c'est la proie. La proie, ça va être l'animal qui va être seul, isolé, malade, le plus faible en fait, le plus faible du groupe. Voilà. Et c'est aussi le butin. Voilà. Il y a une notion de trophée pour les agresseurs sexuels. Sur l'association du Colosse au pied d'argile, vous avez en bas à droite le Stefti Exit. Voilà, vous cliquez dessus et vous basculez directement sur Google. Voilà, la page Google apparaît, aucune trace non plus dans l'historique de l'ordinateur. Alors là, c'est une association que j'ai connue l'année dernière, avec qui j'ai beaucoup échangé, l'association Les Papillons. Ils ont Laurent Boyer, qui est le président, donc lui qui est policier de son état, et je sais qu'il est en train de nous regarder également, que je salue. Dans son enfance, lui a subi des violences intrafamiliales. Il a été violé par son frère. Bon, comme quoi, il n'y a pas cette notion d'adulte, homme, femme, et ça peut être dans la cellule intrafamiliale. Il a fait son chemin et il a créé l'association des papillons. Alors l'association des papillons, je vais déplacer un petit peu Mathieu Lacambre pour essayer de voir un petit peu. C'est un système de boîte aux lettres qui se met dans les établissements sportifs, qui est assez accessible, mais qui est relativement discret aussi, qui vous permet de faire un signalement. Si vous subissez des choses à l'école, au sein du club, dans votre cellule familiale, c'est une boîte aux lettres où vous mettez votre signalement dedans. On travaille effectivement avec les mairies. Donc c'est quelqu'un qui est officiellement nommé. Ça peut être la police municipale qui va venir relever 2 fois par semaine. Et je suis en relation effectivement avec cette association, avec Laurent Boyer, parce qu'on va faire un partenariat avec la mairie de Gap pour essayer cela. On a pris rendez-vous, on a échangé avec l'équipe des sports, monsieur le maire, et on va faire effectivement en 2023 la mise en place de ces boîtes aux lettres directement au sein soit de la patinoire, de la piscine et des gymnases. Pour les jeunes qui nous écoutent, si vous allez cliquer directement sur cette boîte aux lettres, vous arrivez à un signalement en ligne qui sera transmis directement à l'association Les Papillons. Et eux, de leur côté, font un signalement d'article 40, puisqu'il est policier, au procureur de la République. On en revient un petit peu à ce que le docteur Mathieu Lacambre parlait tout à l'heure. Effectivement, sur le site internet de la Fédération française des centres de ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles, les gens qui souffrent de ces pathologies-là et qui souffrent parce qu'ils savent qu'ils ont une déviance et qu'ils n'arrivent pas à l'exprimer, comme disait le docteur Mathieu Lacambre tout à l'heure, le numéro, il est là. Ne pas hésiter à aller voir sur le site du CRIAVS. Et je pense qu'il y a des informations importantes à en retirer pour chacun. Après, si vous surfez sur le net,
il y a ce site internet, hein, Information Violence Sexuelle, où effectivement vous avez l'ensemble de ces notions médicales, juridiques, de prévention, de sensibilisation. Et il est assez complet. Il a été initié par la Fédération française de CRIAVS Île-de-France, si je ne me trompe pas. C'est un dossier Île-de-France. Et il a aussi cette particularité-là, c'est que vous pouvez aussi effectivement demander de l'aide par là. Voilà. C'est-à-dire que ne jamais rester seul, ne jamais rester isolé quand on a une problématique. Et il y a un site internet qui me plaît beaucoup, qui est assez rigolo et qui plaît aussi aux enfants, ce qui permet un petit peu de dédramatiser un petit peu le rapport du corps, le rapport au sexe. Il faut savoir que très jeunes, les enfants, dès l'âge du CM2, accèdent à de la pornographie. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte quand vous êtes éducateur sportif. C'est-à-dire que leur développement sexuel, il va se faire avec une base de données d'images violentes qui ne sera pas du tout en adéquation avec la sexualité épanouie qu'ils pourraient avoir. Voilà. Sauf que le référentiel, il est biaisé. C'est pour ça que moi j'invite les jeunes sportifs, sportives, et tous ceux qui suivent le live à aller voir sur ce site parce qu'il est extrêmement bien fait. La prochaine séquence, elle nous a été transmise, et on en a la primeur d'ailleurs, par le ministère des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc c'est un petit court-métrage, c'est un outil de prévention qui va être présenté prochainement, le mois prochain, à tous les personnels qui sont référents prévention des violences à caractère sexuel au sein des services départementaux jeunesse, à la jeunesse, à l'engagement et au sport. Et il montre bien cette notion de police administrative et qui dédramatise sur le fait que nous aussi, en tant qu'agent de l'État, on peut recueillir la parole d'un enfant et l'accompagner. C'est-à-dire qu'effectivement, après, une fois qu'il est venu dire, accompagner à certaines choses, nous, on transmet l'information au procureur de la République, on oriente vers des professionnels, mais ça peut être une première porte d'entrée. Donc, je vais vous passer cette vidéo. Bonjour. Tu as subi des agressions sexuelles, de la maltraitance, du harcèlement ou toute autre forme de violence. Tu as été témoin de ces violences ou tu as des doutes sur le comportement d'un éducateur ou d'un sportif. Ce petit film va te présenter les professionnels qui peuvent t'écouter, t'aider et te protéger. Dans le milieu du sport, les agents du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et au sport sont là pour garantir la protection et la sécurité des sportifs. Ce sont des agents du ministère chargé des sports qui travaillent dans les différents départements. Leur rôle est de s'assurer du comportement adapté des éducateurs sportifs. Si tu as subi des violences, quelles qu'elles soient, tu peux leur écrire ou les appeler. Les agents du SDJES peuvent alors ouvrir une enquête administrative pour s'assurer que le comportement de l'éducateur sportif ne met pas en danger la sécurité des pratiquants. Ils peuvent te recevoir pour t'écouter et pourront également interroger tes coéquipiers et toute personne concernée. À l'issue de l'enquête administrative et en cas de danger, des mesures de protection pour toi et les autres sportifs pourront être prises. Que tu sois enfant, adolescent ou adulte, chacun a le droit de s'exprimer dans une procédure qui le concerne. Si tu souhaites être entendu par les agents du SDJES, tu peux demander à être reçu, exprimer ce dont tu as besoin pour que l'audition se déroule dans de bonnes conditions, être assisté par une personne de ton choix, apporter tous les documents que tu veux. Ça peut être des documents écrits, des enregistrements audio, des captures d'écran ou tout document pouvant être utile. En parallèle, sache que d'autres professionnels peuvent aussi te conseiller et t'aider. En cas de doute ou de danger, tu peux contacter le 119 par téléphone, web ou chat. C'est un numéro d'appel gratuit et confidentiel. Les personnes au téléphone peuvent t'écouter et répondre à tes questions.
Des associations spécialisées dans l'aide aux victimes sont là pour t'accompagner et t'aider dans tes démarches. Les policiers ou les gendarmes peuvent te recevoir et t'écouter dans le cadre d'un dépôt de plainte ou d'un signalement judiciaire. Une enquête pénale sera ouverte pour établir si les faits constituent une infraction. À l'issue de l'enquête pénale, le juge pourra prendre toutes les décisions utiles pour te protéger et décidera s'il faut faire un procès ou non pour juger ton ou tes agresseurs. Tu as le droit d'avoir un avocat pour défendre tes intérêts. Tu peux aussi parler à un médecin, une infirmière, une assistante sociale, un psychologue ou tout autre professionnel en qui tu as confiance. Voilà. Et n'oublie pas que le plus important pour toi, c'est de pouvoir parler de ce qu'il t'est arrivé et de ne pas garder ça pour toi. Parler, te confier, ce n'est ni trahir, ni juger. C'est se mettre à l'abri, soi-même et les autres. Au revoir. Voilà le projet et que le ministère m'a envoyé. Je les remercie parce que je sais qu'on a été en contact dernièrement sur ces volets-là et très très régulièrement, et qu'il y a des choses qui se mettent en place de formation. Je sais que pour les éducateurs sportifs dans les centres de formation que ça se fait, mais aussi pour les cadres d'État qui sont au sein des services départementaux à la jeunesse, à l'engagement et au sport. Voilà. Et puisque la vidéo est enregistrée et restera disponible sur la chaîne du SDJES, vous avez effectivement accès à nos coordonnées afin de pouvoir nous contacter. Voilà. Maintenant, on arrive au terme effectivement de cette conférence. Je pense qu'il est l'heure de donner la parole au public, soit dans la salle, soit aux jeunes, parents et éducateurs sportifs qui ont suivi en live. Camille, que je vois pas bien, mais qui va me dire s'il y a des questions qui viennent du live. Pas de questions du live. Et dans le public? Oui, bonjour. Moi, c'est pas du tout une question, c'est juste pour une information. Je suis Mylène Armando, coordinatrice de l'association Enfants en danger à Gap. Vous avez cité, et je trouve que c'est très très important de pouvoir effectivement informer toute personne qui peut être confrontée à un enfant qui vient révéler et comment agir. Mais je souhaiterais juste indiquer que nous pouvons nous aussi être à l'écoute d'adultes ou d'enfants, puisque nous intervenons dans les écoles, qui auraient besoin de parler, qui auraient besoin de révéler des choses. Et nous avons le même rôle de relais auprès de la justice des paroles qu'on pourrait entendre. Voilà, je voulais juste indiquer que sur le département, il y a aussi notre association qui peut œuvrer et qui peut aider à poser déjà les choses et à relayer et à orienter. Voilà. En tout cas, moi, je trouve que c'est hyper important que dans notre département, on prenne à bras-le-corps aussi cette prévention de violences sexuelles. On en a parlé beaucoup sur d'autres domaines, auprès d'enfants dans d'autres lieux que le sport. Et au niveau de notre association, on est vraiment très, très content qu'aujourd'hui, on le soit sur ce domaine sportif. Merci. Vous avez raison de souligner que c'est extrêmement important de multiplier les acteurs de prévention, que chacun puisse trouver l'écoute qui lui conviendra. Bonsoir, Patrice Gérardin, je suis cadre d'État placé auprès d'une fédération de parachutisme pour la préciser. Et j'avais deux questions. J'en avais une pour le docteur. Tout à l'heure, il a parlé d'un réseau de prévention des violences, enfin d'un réseau de professionnels qui était en charge de la prévention des violences. Il me semble avoir capté ça. Et je voulais savoir si on pouvait avoir accès justement à ce réseau de professionnels qui sont en contact avec vous. Alors, il y a des ressources sur le site de la Fédération française des CRIAVS où vous pouvez vous adresser aux CRIAVS de ressort de votre département, région. Et ensuite, nous proposons des ressources qui sont disponibles à tous les professionnels qui interviennent auprès de mineurs âgés entre 5 et 18 ans. Donc, moi, j'ai exposé celui qu'on a créé depuis une dizaine d'années sur le CHU de Montpellier. Il y en a plein d'associations. Et dans le projet que nous proposons, il s'agit de constituer une communauté d'acteurs de prévention. Il y a un système où on est formé à l'utilisation de la boîte. Et puis ensuite, on peut participer à des sessions d'intervisio. Et ensuite, il y a des systèmes de recyclage.
et il y a une dynamique avec un maillage. C'est un peu l'envers justement de ce qui se joue, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur Internet, du côté des ados qui sont un peu isolés. Il s'agit de structurer, développer, renforcer des outils et des compétences auprès des professionnels qui interviennent auprès de mineurs. Et juste, j'en profite pour ajouter aux ressources proposées par Frédéric Bourinet tout à l'heure, à l'attention de tous les adolescents, il existe une petite application qui est un chatbot et de l'intelligence artificielle qui s'appelle Sacha et qui permet de discuter. C'est vraiment conversationnel, c'est-à-dire qu'on pose des questions et Sacha vous répond autour de la question de la sexualité et des comportements sexuels qui peuvent être problématiques, des infections sexuellement transmissibles. Et donc, je suis très fier, je suis parrain de Sacha, cette petite intelligence artificielle et qui permet à des ados qui ont vraiment l'habitude d'aller sur des applis, discuter avec leur téléphone portable et de chatter, d'avoir des réponses à des questions compliquées et éventuellement d'être orientés, ce qui est une nouvelle porte d'accès aussi à des ressources. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question sur les professionnels. Oui, merci. Alors j'enchaîne, j'avais une autre question pour monsieur le procureur de la République, pardon. Tout à l'heure, vous avez dit qu'avec un simple signalement, simple entre guillemets, vous étiez en mesure de prendre des mesures de prévention. Est-ce que la simple connaissance d'une enquête préliminaire est suffisante? Alors, d'abord, l'enquête, elle est secrète. Ça, c'est un grand principe du droit pénal. Et lorsque le signalement va parvenir au procureur de la République, lui-même, ce n'est pas lui qui fait les procès de vérification. Il va saisir un service de police et de gendarmerie. Et très vite, le lien va être fait avec les services jeunesse et sport pour que l'articulation de l'action administrative et de l'action judiciaire puisse bien fonctionner. Alors, la question, c'est le signalement. Il sert de prévention à partir du moment où l'enquête avance et la personne est suspectée à connaissance de l'enquête. Parce que, bien évidemment, lorsque le signalement arrive et que la personne n'est pas encore informée, il peut récidiver puisque lui-même ne se sait pas sous surveillance. Alors, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais le signalement, quand bien même il est très basique, permet d'ouvrir une enquête et de procéder à des vérifications. Donc, ma question était très directe. Est-ce que la connaissance d'une enquête préliminaire peut valoir signalement? Mais la connaissance à qui? Par exemple, la connaissance qu'il y a une enquête préliminaire sur X, Y, sans connaître le contenu de cette enquête, touchant un éducateur ou une éducatrice sportive, peut être suffisante comme signalement. Disons que le signalement permet d'ouvrir l'enquête, et l'enquête permet, à mon sens, de prévenir aussi d'autres comportements, à la fois de l'auteur, mais également d'autres personnes qui pourraient commettre le même comportement dans la même sphère d'activité. En fait, la situation, c'est qu'on peut être mis en face de situation, d'avoir la connaissance de faits qui sont extra-sportifs, qui n'arrivent pas que dans le milieu où il y a des enfants, qui arrivent entre adultes, qui, la plupart du temps, dans le milieu sportif, se passe pendant la troisième mi-temps, par exemple, qui se passe dans un autre cadre, mais où, quand on a la connaissance d'un éducateur ou d'une éducatrice sportive qui est un peu sortie du sentier, on sait qu'aujourd'hui, ça peut se produire aussi dans le milieu du sport. Donc, à partir du moment où on a cette connaissance-là et qu'on sait qu'il y a une enquête préliminaire sur des faits qui n'ont pas lieu dans le monde du sport, est-ce que c'est suffisant pour pouvoir faire un signalement ? Si vous avez connaissance de l'enquête préliminaire qui porte déjà sur des faits dont vous avez connaissance, il n'y a pas d'utilité à surinformer le procureur de la République. Par contre, si en complément, vous avez des informations dont le procureur n'est pas saisi, une nouvelle enquête peut être ouverte pour des faits à la fois dans la sphère de votre activité et dans la sphère personnelle dont l'information est arrivée jusqu'à vous. En réalité, il faut pas se brider, c'est-à-dire que le sport, c'est aussi, on l'a dit, un endroit où va se révéler des infractions qui sont commises dans la famille, par exemple. Et votre devoir, c'est aussi de les révéler. Merci. Une question ? Bonjour, je suis Nathalie Forbrac, je suis sophrologue, élue, membre de Colosse au pied d'argile et victime d'agressions sexuelles dans le sport. J'aurais plein de questions à vous poser, mais je me contenterai d'une qui portera sur le sujet de l'honorabilité. À quel moment, par qui, comment doit-elle être vérifiée ? Est-ce qu'un conseil municipal qui accorde une subvention
Un club sportif doit-il aussi s'assurer de l'honorabilité du président, d'adhérents? Enfin, où ça commence et où ça finit? Alors, cette question de l'honorabilité est extrêmement intéressante puisque l'honorabilité, elle était à l'origine uniquement dédiée aux éducateurs sportifs professionnels. Voilà. C'est-à-dire qu'ils exercent contre rémunération. Et c'était un petit peu l'angle mort du ministère. L'ensemble des bénévoles, alors quand on dit bénévoles, c'est éducateurs sportifs bénévoles, mais c'est aussi dirigeants, présidents de clubs, par exemple. Depuis quelque temps, le ministère a mis en œuvre une vérification des éducateurs bénévoles. Ça a été mis en œuvre, je crois, il y a 2-3 ans pour le football. Effectivement, il y a eu des choses qui sont sorties, bien évidemment, donc on souhaite généraliser, c'est en train d'être mis en œuvre. Et ce qui est scruté, y compris maintenant chez les bénévoles, c'est le casier B2, donc toutes les condamnations, mais le FIJAISV, c'est le fichier informatisé des auteurs d'infractions de violences sexuelles, d'agressions sexuelles et de faits violents. C'est ça. Donc effectivement, maintenant, les bénévoles qui étaient dans un angle mort ne vont pas rester dans un angle mort. Et oui, probablement qu'il y a des choses qui vont sortir, et heureusement, c'est-à-dire qu'il y a des gens qu'il va falloir écarter. Parce que cette histoire d'honorabilité, à une époque, ce qui se passait, c'est que les éducateurs sportifs qui étaient condamnés, donc écartés des fonctions d'éducateurs sportifs exerçant contre rémunération, on les retrouvait gentiment bénévoles dans l'angle mort. Ils pouvaient être aussi écartés et se retrouver, y compris dans les accueils collectifs de mineurs, à des postes de fonction, de direction, à des postes de cuisinier, de jardinier. En fait, vous chassez le loup, il rentrait par la fenêtre de l'autre côté. Maintenant, puisque ça fait partie aussi de l'enquête administrative, pour rebondir un petit peu là-dessus, dans le sport, quand on prend des décisions, un arrêté d'interdiction envers un éducateur sportif, il est aussi scanné sur la partie animation. Il ne peut plus être en contact avec les jeunes. Ça peut être temporaire et ça peut être aussi définitive. Je vais faire un petit aparté sur l'enquête pénale et l'enquête administrative. Ce sont deux choses qui sont bien distinctes, hein, comme je rappelais tout à l'heure. L'enquête pénale, elle prend effectivement les faits passés et de réparation, et l'enquête administrative prend en compte effectivement la protection des usagers. Donc c'est le futur en fait qu'elle va essayer de préserver. Ces deux enquêtes sont indépendantes. Ça ne veut pas dire qu'avec monsieur le procureur, on n'échange pas. Bien sûr que si, on échange, mais il n'y a pas d'interaction. Voilà, ce sont deux enquêtes qui sont totalement indépendantes. Elles sont indépendantes, mais je suppose, vous avez, si c'est révélé qu'à votre niveau administratif et que rien n'a été fait et qu'on n'est pas au-delà de la prescription, je suppose qu'il y a quand même ce lien de votre part de transmission. Oui, on échange. Avec les services de la justice, avec monsieur le procureur, on a effectivement un éducateur dans le scope. Si les faits sont avérés, on fait un signalement. Par contre, chacun va faire son travail de son côté. Voilà, il ne va pas y avoir de mélange de genres. Juste par rapport à la différence, en effet, entre l'enquête administrative et l'enquête judiciaire, ça n'a pas le même objet. L'enquête judiciaire est là pour, à un moment, caractériser une infraction pour éventuellement amener une sanction pénale. Et c'est pour ça aussi qu'en tant qu'avocat, on y a aussi accès à l'enquête pénale, puisque l'enquête pénale et l'instruction sont deux choses différentes. En lien avec le procureur, puisque c'est des choses qu'on peut demander. Alors que l'enquête administrative, il faut le savoir aussi, la personne, je voyais dans le cadre du film là, du ministère des Sports, elle peut être aussi accompagnée d'un conseil juridique au cours de l'enquête administrative. Alors, on n'y a pas accès et l'objet est plutôt préventif dans le cadre de l'enquête administrative, mais il y a aussi cet accompagnement-là
par un conseil juridique qui est possible. Précision. Est-ce que vous avez une question supplémentaire ? Oui, s'il vous plaît. Je suis Christelle Chapa, je suis directrice d'école et je suis également victime d'agressions sexuelles dans ma jeunesse. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je n'aurais pas pensé à dire aujourd'hui, mais la honte, bizarrement, je ne sais pas si elle a changé de côté, je ne suis pas sûre qu'elle soit du côté de l'auteur, mais en tout cas, elle n'est plus du mien. Donc c'est important pour moi de vous le dire. Et j'ai une question pour le médecin. J'ai cru comprendre, et c'est-à-dire que tout auteur d'actes tels que les agressions sexuelles souffre de pathologie. Je suis désolé, la réponse est non. Donc il y a des gens, j'allais dire, sains de corps et d'esprit qui pratiquent ce genre de... qui ont ce genre de pratique. C'est ça ? Alors, quand vous évoquez une pratique, ça renvoie à quelque chose de chronique, habituel, au sens de conduite ou de comportement. Et si on est dans la répétition compulsive, ça renvoie peut-être à la pathologie, à du trouble. En tout cas, malheureusement, toutes les violences, y compris les violences sexuelles, ne relèvent pas de quelque chose de symptomatique ou d'un trouble psychiatrique. Les humains sont assez facilement violents et parfois même dangereux. Et par exemple, dans le modèle de l'inceste, on est sur des violences sexuelles qui sont horribles, destructrices, et qui relèvent plus d'un modèle anthropologique que d'un modèle psychiatrique. Donc je suis sincèrement désolé, toutes les violences ne sont pas le fait de malades mentaux. Et je travaille en prison depuis 30 ans. Je peux témoigner aussi du fait qu'il y a beaucoup de gens incarcérés, beaucoup de gens en souffrance, et il y a des personnes qui vont exercer des violences sans que ça relève, pour l'instant, dans nos classifications et nos référentiels, d'un trouble psychiatrique. D'accord. Et du coup, me permet une autre question. Monsieur le procureur de la République, je voulais savoir combien de dépôts de plainte pour agression sexuelle, viol, etc., aboutissent à une condamnation de l'auteur ? Alors, il y a des statistiques nationales et départementales, donc c'est assez difficile de répondre précisément, mais en gros, il y a moins de la moitié des dossiers qui se traduisent par une condamnation de l'auteur. Voilà, donc déjà, en part, ça vous donne un peu une idée. Ça donne peut-être aussi une idée pourquoi la parole ne se libère pas. C'est parce qu'avant de pouvoir en parler, il faut faire son chemin. Et une fois qu'on en parle, souvent, on nous dit de nous taire en retour. Donc, enfin, on est entendu, mais ça va pas souvent jusqu'au bout, tel que vous nous le présentez. Mais en tous les cas, il y a parfois des obstacles qui sont juridiques. C'est la prescription. Ça, malheureusement... je peux rien y faire. À partir du moment où les faits sont prescrits, c'est la loi. Sinon, il faut encore la changer. Mais vous avez vu qu'on est déjà allé jusqu'à 30 ans, ce qui est déjà beaucoup. Et après, il y a l'impossibilité de caractériser l'infraction. Mais ça, c'est valable en matière d'infraction sexuelle comme en matière de violence intrafamiliale ou conjugale. L'infraction qui a lieu dans la sphère privée en l'absence de témoins, elle est difficile à caractériser. Et comme elle est révélée souvent très tard, on n'arrive pas à la caractériser. En matière de viol, par exemple, si vous déposez plainte le lendemain des faits et qu'il y a eu un rapport sexuel non protégé, on vous envoie voir un gynécologue, on fait une expertise, on peut faire des prélèvements, on a du contact de l'ADN. Lorsque c'est 10 ans après, quel est le moyen de prouver, quoi ? C'est une vraie difficulté. Je crois qu'effectivement, la conférence arrive à son terme. Et si j'avais une conclusion à donner là-dessus, je pense que cette notion de prévention primaire, d'informer les gens, les jeunes et les enfants, les sportifs et les sportives, de dire la première chose, c'est d'apprendre de comment on peut se protéger. Ne jamais rester isolé, toujours en parler. Voilà, ça serait, à mon avis, le mot de la fin. Je voulais, en conclusion, effectivement, vous remercier tous de votre présence. Je voulais remercier individuellement Géraldine Zoulini-Contesti de son témoignage touchant. C'est extrêmement important d'avoir aussi ce retour d'expérience d'enfants et puis d'entraîneurs, cette relation entraîneur. Je voulais remercier aussi Maître Cécile Forbrac d'avoir accepté, puisque quand je lui ai posé la question, la réponse, d'ailleurs pour chacun des invités, a été immédiate, ce qui m'a facilité beaucoup le travail. Je voulais remercier bien évidemment M. Florent Crouy, procureur de la République près du tribunal judiciaire de Gap, et y compris Dr Mathieu Lacambre, avec qui, pour rien de vous cacher,
j'étais en formation au mois de mai sur leur outil, la boîte, et que je plébiscite parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé extraordinaire. D'ailleurs, j'ai sollicité le ministère, puisque c'est quelque chose qui n'apparaissait pas dans les formations du ministère. Ça a interrogé. Mais comme il avait déjà été identifié au sein du ministère, j'ai eu la chance, grâce au ministère, à suivre cette formation. Donc, Mathieu Lacan, merci beaucoup de votre intervention. Je voulais remercier aussi le CDOS, le comité départemental olympique et sportif des Hautes-Alpes, d'avoir participé à la mise en œuvre, à la bonne mise en œuvre de cette conférence avec ses personnels, le ministère des Sports, des Jeux olympiques et paralympiques, pour avoir échangé ces derniers jours intensément sur ces violences et de mettre l'accent sur les enquêtes administratives qui sont quelque chose qui sont très très peu connues des éducateurs sportifs. La direction des services départementaux de l'éducation nationale, puisque je rappelle qu'effectivement nos sportifs ils sont en section sportive, ils sont aussi en UNSS le mercredi, ça c'est extrêmement important, ils sont en lien directement avec des profs de PS. Et donc, c'est ces jeunes-là aussi qu'il faut préserver des violences. La préfecture, de son soutien, bien évidemment. Et puis, je reviens à la première vidéo de la team L, avec qui j'ai échangé. Et visiblement, la ligne de conduite sur la prévention primaire est identique, quel que soit le sport et quel que soit le territoire. Donc, je les remercie chaleureusement de ces échanges. En clôture, je remercie aussi vous-même d'être venu, de vous être déplacé. Je sais que parfois c'est compliqué entre les charges familiales et professionnelles. Et puis je remercie aussi tous les gens qui sont loin et qui nous suivent en distanciel via le live. Voilà, les jeunes. Moi, si j'ai un mot à dire aux jeunes, puisqu'on avait discuté de ça, un petit peu le public cible, ne restez jamais seul, ne restez jamais isolé. Parlez-en. Il y aura toujours quelqu'un pour vous écouter. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de soirée.